Merci, bonjour à tous. Donc, Pacho Christensen du village Crédit Agricole à Provence à De Camp. La particularité du village à De Camp, c'est d'être donc situé dans un campus d'innovation qui a pour objectif de transformer les individus et les organisations à construire un futur plus durable et inclusif. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Patrick, donc, qui intervient depuis l'ouverture du campus et du village auprès de nos climbers. Donc, nos climbers, c'est des entrepreneurs qui ont rejoint le programme d'accélération Climb at the Camp, qui est un programme d'accélération de 3 mois pour des startups early stage. Et donc voilà, et qui est très apprécié de nos entrepreneurs. Donc encore merci Patrick de nous rejoindre aujourd'hui. Et enfin, pour ce qui est du choix du sujet, ça fait plusieurs webinars et un peu partout, que ce soit au sein du réseau des villages, mais aussi un peu partout en ligne. On a beaucoup de webinars autour de thématiques un peu d'urgence, type comment recevoir des aides du gouvernement, de la région, comment gérer ses équipes, comment gérer les ressources humaines en ces temps de crise. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant aussi pour certaines des startups qui font partie du réseau de se concentrer sur des sujets un petit peu plus stratégiques, de prendre un petit peu de recul. C'est aussi le moment où l'activité commerciale est un peu au ralenti pour certains d'entre vous et ça peut être intéressant aussi de se concentrer sur des sujets un peu plus stratégiques, marketing, construction de communauté, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de stratégie digitale avec Patrick. Je vais lui laisser donc le soin de se présenter. Je sais que c'est prévu au tout début, voilà, de sa présentation. Merci beaucoup et je vous retrouve donc pour les questions-réponses. J'adresserai les questions que vous avez à lui poser en direct. Merci. Merci Pacho, bonjour à toutes et à tous. Donc Patrick Leinbert. Je vais me présenter brièvement. Hop, je retourne dans l'écran. Donc voilà, je m'appelle Patrick Leinbert. Je vous ai mis mon nom des réseaux sociaux si vous voulez qu'on se connecte. Donc je suis basé à Marseille et j'ai fondé une agence digitale il y a maintenant près de 10 ans qui s'appelle Stratéfly. Vous pouvez voir le logo ici. J'interviens auprès de startups, de vignerons, d'institutions. Je donne des cours aussi sur tout ce qui est lié au digital, mais principalement stratégie et marketing. J'ai une grosse casquette e-tourisme, comme j'ai toujours travaillé avec des entreprises en lien avec le tourisme. Mais la magie du digital, c'est que ça impacte toutes les entreprises, toutes les structures, qu'elles soient publiques, privées, qu'elles soient en startup early stage ou que ce soit des multinationales, tout le monde est impacté par le digital. Donc, les objectifs de notre webinaire aujourd'hui, c'est vraiment d'appréhender le monde digital et l'écosystème qu'une entreprise peut élaborer pour développer sa présence et son audience. Élaborer et adapter sa stratégie digitale pour générer des ventes et de l'engagement. Donc, on va revoir certaines bases qui sont cruciales pour toute entreprise. Certaines startups sont beaucoup plus avancées que d'autres, donc ça, comme le disait Pachou, ça fait pas de mal de revoir les fondamentaux. Pour d'autres, ça peut les aider justement à bien se reposer sur les bases. Et après, on aura un grand temps de questions-réponses pour justement répondre à chacun. Donc, on va voir quelques statistiques, mais pas trop, parce que le temps est assez court. On va parler marque, stratégie, marketing. Site web, médias sociaux, finalement, on n'en parlera pas, puisque comme le temps est court, on va se concentrer sur l'essentiel. Et j'ai remplacé cette partie par du plan marketing qu'on vous enverra aussi à la fin du webinaire pour que vous ayez des matrices. Et si ça vous intéresse, on va organiser un prochain webinaire sur site web, médias sociaux, et on pourra en faire un autre spécifique au contenu. Donc, état des lieux, comprendre l'environnement global. Sur cette slide, vous pouvez voir en bas à droite We Are Social et Outsuite. Donc, c'est eux qui font cette étude. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ces slides. Tous les ans, ils font une grosse enquête et une grosse analyse sur les usages et les statistiques des internautes au niveau mondial. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des focus par pays. Donc, si vous avez une entreprise qui est active avec certains marchés spécifiques, vous pouvez trouver des chiffres très intéressants parce qu'en fonction des pays, ce n'est pas forcément les mêmes usages et les mêmes plateformes qui sont utilisées. Donc aujourd'hui, on est plus de 7 milliards, d'habitants sur la planète et plus de la moitié sont confinés aujourd'hui. On est 59% de la population mondiale qui est active sur Internet et 49% qui est active sur les réseaux sociaux.
En termes de croissance, on peut voir que les internautes, il y en a de plus en plus. Et cette croissance est principalement drivée par les marchés émergents, parce que dans nos sociétés occidentales, c'est quasiment 90% de la population qui est connectée à Internet. Les réseaux sociaux, on peut voir que la croissance, elle est à 9,2%. Maintenant, c'est plus du tout un phénomène, c'est ancré dans les mœurs. Les gens communiquent sur les réseaux. Ça, je le vois avec les étudiants à qui je donne des cours. Maintenant, les nouvelles générations, ils utilisent les réseaux pour communiquer. Et c'est vraiment l'outil principal d'échange. On le voit avec le confinement aussi. J'imagine que beaucoup de gens qui participent au webinaire, vous faites aussi peut-être du sport en visioconférence, vous faites des apéros en visioconférence, vous gardez le lien avec vos amis, vos réseaux grâce aux réseaux sociaux. Si on regarde au niveau France, donc en France, on est 80% d'habitants en zone urbaine, 65 millions d'habitants, et on peut voir qu'on est 89% d'internautes. Donc si on enlève les enfants de moins de 13 ans qui, en théorie, ne sont pas comptabilisés, ne sont pas éligibles aux réseaux sociaux et les personnes très âgées, c'est quasiment 100% de la population qui est active sur Internet. Et on est 60% de la population française qui est active sur les réseaux sociaux. Cette slide nous montre la part de trafic par device sur les sites web. Donc, j'espère que la majorité d'entre vous, vous suivez les stats de vos sites web. Donc ça, c'est un phénomène, on verra des slides juste après qui l'illustrent. Plus de 53% du trafic mondial vient du mobile. Donc sur vos sites, je vous invite vivement, si vous ne regardez pas les stats, à regarder d'où viennent vos visiteurs, puisque là, ça nous montre clairement que si votre site web n'est pas optimisé pour le mobile, c'est 53% de prospects potentiels qui vont aller voir ailleurs parce que votre site n'est pas adapté. Ensuite, on a 44% de visites qui viennent d'ordinateurs et 2,7% qui viennent des tablettes. Donc, vous pouvez voir la chute par rapport à l'année dernière est énorme, moins 27%. Pourquoi? Parce que les téléphones sont de plus en plus intelligents et de plus en plus puissants. Donc, on a de moins en moins besoin des tablettes. Donc, voilà la slide qui illustre l'explosion du mobile sur Internet. C'est juste fou. Parce que quand on y pense, l'iPhone a été lancé en 2007 et en 10 ans, on est passé à 50% de surf sur Internet avec nos téléphones. Le téléphone, on peut le voir dans nos vies tous les jours, c'est devenu un outil qui est prépondérant et on est tous ultra connectés, même un peu trop connectés. Dernière slide sur les stats. Donc cette slide, vous l'avez peut-être vue, c'est le temps qu'a pris chaque innovation pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Donc l'aviation, 64 ans, l'électricité, 46, télévision, 22, Internet, 7 et Pokémon Go, 19 jours. Donc on peut voir que ce n'est pas forcément les innovations qui vont servir le plus à l'humanité, qui vont toucher un maximum d'utilisateurs rapidement, mais en tout cas, ce qui est très important, oui. Je me permets de t'interrompre, on ne voit plus tes slides, je pense que ton écran n'est plus partagé. Si, moi je les vois. Pardon, est-ce que tout le monde les voit là? Il suffit de cliquer, double-cliquer sur les slides si les slides apparaissent en petit. Non, c'est toujours pas le cas, donc personne ne les voit. Il faut cliquer dessus normalement. Si vous cliquez dessus, ouais, donc je vois des OK, c'est bon, super. Donc voilà, ça c'est bon, vous. Nickel. Et bien voilà, donc il faut bien double-cliquer sur les slides quand elles sont en petit et vous, comme ça, Ah, vous oui. pouvez les agrandir. Quand vous les voyez en haut de votre écran, vous double-cliquez. OK. Génial. Désolée Merci de Patrick, désolé, on peut reprendre. Alors, hop, je m'y remets. C'est bon, tout le monde voit bien? Selon la conversation, oui, c'est tout bon. Les gens peuvent y avoir accès maintenant. Impeccable. Donc, je remets juste alors la slide d'avant pour montrer l'explosion du mobile et je reviens sur celle-ci. Donc, pourquoi je vous montre cette slide? C'est que tout va de plus en plus vite et justement, les usages, tout change. On peut voir avec le téléphone, en 10 ans, ça a pris une importance prépondérante dans nos vies. Les plateformes changent aussi. C'est là où c'est très important quand on parle de stratégie d'écosystème, de suivre les évolutions parce que sinon, on n'est pas actif sur les bonnes plateformes. Donc, justement, rentrons dans le vif du sujet avec la marque, ce qui fait toute la différence. Je vais vous montrer des logos et tout de suite, vous allez voir que vous vous positionnez d'un côté ou de l'autre sans que j'ai à vous vendre une marque ou l'autre. Si vous devez acheter un téléphone, est-ce que vous achetez plutôt un Wiko ou un iPhone? Tout de suite, vous penchez d'un côté ou de l'autre. Si vous devez un canapé, est-ce que vous allez chez Roche-Beaubois ou est-ce que vous allez chez Ikea?
Souvent, on a envie du Roche-Beaubois, mais on finit chez Ikea. Au début, on est étudiant, après, on a des enfants et le canapé Ikea est quand même un bon rapport qualité-prix pour nous suivre dans ces étapes. Et pour finir, si je vous sers un verre de vin, donc là, on est en confinement, il y a des restrictions, mais on est tous d'accord qu'on va tous pencher du côté plutôt pétrus que villageoise. Donc ça résume ce que nous dit Jeff Bezos. Votre marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la salle. C'est exactement ce que toute marque doit arriver à faire quand les gens de votre écosystème vont décrire votre marque, vos produits, vos services, votre équipe. Il faut qu'ils arrivent à raconter une histoire qui soit cohérente avec ce que vous voulez qu'ils racontent. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, une marque forte, pourquoi c'est crucial? C'est que ça favorise la reconnaissance, ça aide à se démarquer de la concurrence, ça aide à se connecter émotionnellement avec vos clients. Les clients savent à quoi s'attendre, ça génère des références. Donc là aussi, quand on parle de références avec le digital, les liens, les mentions sur votre marque, ça va vous aider aussi pour le référencement. Ça aide à être clair et à rester focalisé. Ça motive et stimule les équipes et ça attire de nouveaux talents. Ça, c'est très important parce que quand on parle de branding, souvent on pense aux clients, mais il faut penser aussi aux équipes. Et ce qui fait une marque forte, une entreprise puissante, c'est avant tout les ressources humaines. Pour les startups, ça c'est très important, ça attire les investisseurs et les business angels. Un business angel, quand il va avoir 2 business plans similaires, là où il va être le plus attiré, c'est sur la marque qui va le séduire le plus. Et au final, en cette période principalement, ça aide à surmonter les périodes de crise, puisqu'on peut voir des exemples en ce moment, on va en reparler, de marques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré tout le ralentissement de l'économie. Donc justement, un exemple dont on a tous vu plusieurs articles, Decathlon, qui a carrément retiré les masques de plongée de la vente pour les offrir aux soignants, puisqu'il y a carrément des débouchés avec ces masques pour créer des appareils respiratoires, pour protéger les soignants. Donc, Decathlon est très impliqué en ce moment pour aider à participer à tout l'équipement des équipes soignantes. Autre exemple, c'est Pachou qui m'avait envoyé ce lien très intéressant. Les entreprises socialement responsables sont celles qui ont le mieux résisté au crash de la bourse avec le coronavirus. Donc ça aussi, maintenant, les consommateurs veulent des marques qui s'investissent, qui s'engagent. Des exemples, je pourrais vous en partager d'autres, mais comme le temps est court, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous pouvez voir aussi sûrement autour de vous, au sein de vos communautés, au sein de vos localités, des petites marques qui arrivent à être très agiles et qui arrivent vraiment à vivre pleinement au sein de leur écosystème. Donc Hermès, Chanel, L'Oréal aussi, forcément, ils ont une taille, un poids financier qui n'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, c'est un beau geste de leur part de gérer pleinement leurs équipes sans faire aucune demande de financement de l'État, que ce soit pour le chômage partiel ou pour aider l'entreprise. Donc, comment on construit une marque forte? La première étape, c'est la stratégie, les fondamentaux et le marketing vient ensuite. Donc, ce système de marque, vous pourrez retrouver le lien en bas à droite. C'est le designer qui a participé à la refonte de la marque Asana qui avait partagé ce schéma. On peut voir que le noyau, le cœur du réacteur, c'est mission, vision, valeur. Donc, j'imagine que 90% de l'auditoire, vous avez déjà travaillé sur tous ces éléments. Mais ce qui est crucial, c'est de se dire que c'est jamais coulé dans le béton. Ça aussi, ce sont des choses qui évoluent. Comme une personne, une entreprise doit évoluer avec son temps et son environnement. Une fois qu'on a une identité qui est solide, une mission qui est claire, une vision qui l'est aussi, on va pouvoir designer les éléments de la marque, le logo, la tonalité des messages, les formes. Et ensuite, on va pouvoir passer aux applications de la marque. Souvent, je vois le cas que ce soit des startups ou d'autres entreprises, par la force des choses, on a construit un site web, on a construit un blog, une page Facebook ou autre, parce qu'il fallait qu'on communique. Du coup, le noyau dur au milieu et les éléments de la marque peuvent être un peu faibles. Donc, c'est crucial de bien partir du centre et d'aller vers l'extérieur du centre. Donc, les fondamentaux, mission, vision, valeur. La mission, c'est vraiment la phrase qui résume la raison d'exister de l'entreprise. La vision, c'est ce qu'elle aspire à devenir dans un futur proche. Et les valeurs, c'est toutes les croyances qui font la force de l'entreprise. Ensuite, une fois que cette partie-là est claire, on va définir les objectifs, on va définir ses publics cibles et ses clients cibles. Je vais revenir sur le distinguo par la suite.
On va surveiller ses concurrents directs et indirects et on va établir son positionnement. Donc, les objectifs pour tous ceux qui ont fait du marketing, qui ont travaillé sur les objectifs, vous connaissez l'acronyme SMART. Comme diraient les inconnus, il y a le bon objectif, le mauvais objectif. Le bon objectif, il doit être SMART. Donc, spécifique, mesurable, accepté, réaliste et temporellement défini. Donc là, je vous donne des exemples basiques, mais vous allez voir après, quand on va parler de plan marketing, que ces exemples nous permettent de construire tout le plan derrière. Donc, en général, toute entreprise va augmenter son chiffre d'affaires, gagner des parts de marché. Et là, je vous ai pris un exemple, devenir le lieu préféré d'une cible si je suis un acteur du tourisme. Comment je transpose ça en termes e-marketing? Donc, par exemple, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je vais vouloir augmenter mon taux de conversion sur mon site web d'ici la fin de l'année. Si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je vais augmenter les transactions sur mon site. Pour les parts de marché, je vais augmenter le trafic sur mon site, etc., etc. Grâce à ça, je vais construire des actions spécifiques qui vont me permettre d'atteindre ou non mes objectifs. On va le voir par la suite. Donc, public cible, contrairement à mes clients, c'est toutes les personnes, entités à qui je dois véhiculer mes messages. Donc, ça peut être des institutions, mes partenaires, mes fournisseurs, des journalistes, des blogueurs, des influenceurs. C'est vraiment toutes les personnes avec qui je dois avoir des interactions parce que ces entités-là vont pouvoir m'aider à amplifier ma communication et derrière à atteindre mes objectifs. Par exemple, si je suis un hôtel, je ne vais pas communiquer uniquement avec mes clients, mais je peux communiquer avec les offices du tourisme, les agences de développement du terroir, etc., etc. Ensuite, mes clientèles cibles. Là, je vous ai mis des critères de segmentation relativement basiques, l'origine géographique, le sexe, l'âge. Mais ce qui est important, c'est de bien connaître les habitudes d'achat, les expériences que les gens vont rechercher, les objectifs de vos clients. Au mieux vous connaissez les objectifs de vos clients, au mieux vous serez à même d'y répondre et d'adapter toute votre communication derrière. Une fois que j'ai une vision claire sur les éléments précédents, je vais regarder mes concurrents. Donc, mes concurrents directs, mes concurrents indirects, mettre en place une veille concurrentielle. Je n'ai pas besoin de surveiller la terre entière au niveau de mes concurrents. Si je prends mon top 3 indirect et direct, déjà, ça va me donner des bonnes informations. Qu'est-ce qu'ils font en termes de communication? Est-ce que leur marque est plus attrayante que la mienne? Si oui, pourquoi? En termes tarifaires, est-ce que je suis bien positionné par rapport à mes concurrents? Tout ça, c'est crucial pour justement avoir un positionnement bien établi. Et c'est là où j'en viens à la définition plus académique du positionnement. C'est le choix d'attributs qui procurent à des offres, donc des produits, marques ou enseignes, une position crédible, différente, attrayante au sein d'un marché dans l'esprit des clients. Ça, c'est très important aussi pour les entreprises qui ont beaucoup d'offres de services, puisque derrière, chaque offre, chaque segment a besoin d'un positionnement. Si je prends un exemple concret, par exemple Dacia, qui est une marque très répandue, très appréciée, si demain, ils se décidaient à construire un SUV de luxe pour concurrencer Porsche ou autre, ça ne serait pas vraiment crédible, ça serait éloigné de leur marché, donc ça ne serait pas vraiment adéquat pour la marque. Donc, à faire, le petit rappel, définir ses objectifs. Vous n'avez pas besoin de voir compliqué. Au début, il vaut mieux commencer simple, ne pas se faire une liste de 15 objectifs, mais on a 4-5. Travailler sur ses publics cibles, pareil, pas besoin à chaque fois qu'on communique de toucher tout le monde, mais le but du jeu, c'est d'avoir une vision claire du panorama des publics cibles. Pareil pour les clientèles cibles, comme ça derrière, pour ma communication, je vais pouvoir prioriser les groupes les plus importants. Mes concurrents directs, indirects, pareil. Et le positionnement, arriver à faire la petite phrase qui va bien pour mon offre, et si j'en ai plusieurs, pour chacune de mes offres. Donc, l'utilisateur, une fois que mon identité est claire et que mon marketing est clairement défini, il faut que je touche mes cibles. Donc, l'utilisateur, être mystérieux, toute entreprise, sa raison d'exister, c'est le client, c'est l'utilisateur. Donc, l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de l'utilisateur. On le voit avec les GAFA, tous ceux qui utilisent Facebook, Instagram ou autre, vous le voyez, tout ce qui est mis en place pour attirer notre attention. Par exemple, la marketplace sur Facebook qui n'est pas ultra répandue,
on a tout le temps des petites notifications rouges pour qu'on aille cliquer, qu'on aille voir ce qui se passe dedans. Tout est mis en place vraiment. Maintenant, c'est la guerre de l'attention. Le deuxième enjeu, c'est une fois que j'ai attiré l'attention de mon utilisateur, comment je le garde dans mon environnement le plus longtemps possible. Puisqu'au final, quand il est chez moi, c'est là où j'ai la pleine maîtrise du message et de tout ce que je vais communiquer. Ce qui est devenu crucial maintenant avec l'attention, c'est que à cause du digital et à cause du temps d'écran qu'on consomme toute la journée de manière assez intensive, le temps d'attention du cerveau humain est passé de 12 secondes dans les années 2000 à 8 secondes en 2015, sachant que l'attention d'un poisson rouge, elle est d'environ 9 secondes. Donc cette slide, elle est assez flippante quand même, mais ça montre à quel point c'est important d'avoir le bon message au bon moment pour les bonnes cibles. Sinon, tout de suite, les gens, et quand je dis les gens, on en fait tous partie, on va passer tout de suite à autre chose. Donc, ce schéma qui peut paraître un peu barbare si vous ne l'avez jamais vu, c'est le parcours client dans le tourisme. Donc, on est tous passés par là, tout le monde est parti en week-end ou est parti en vacances au moins une fois dans sa vie. On a 5 étapes différentes: l'aspiration, la prise de décision, préparation de la visite et le post-séjour. À chacune des étapes, le touriste a des besoins et des aspirations, et en rouge, on peut voir les créations d'envie, les réponses du professionnel. Vous pourrez retrouver ce schéma en tapant les 5 étapes clés du parcours client touristique sur Google. C'est l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France qui l'a fait, et il y a une version numérique qui est super bien faite avec des exemples pour chaque étape. Le but du jeu, c'est que chaque entreprise, chaque start-up, chaque institution travaille sur ce parcours client, puisque plus on découpe les différentes étapes, plus on va pouvoir répondre aux objectifs des utilisateurs à chacune de ces étapes. Et derrière, l'écosystème doit répondre au parcours client que vous cherchez à atteindre. Donc, l'écosystème, aujourd'hui, on a une multiplicité des points de contact. Donc, ce schéma, il représente la marque au centre et l'écosystème avec lequel elle peut agir. Donc, on a les réseaux sociaux, on a le search avec Google, puisque c'est là où tout commence. Google, c'est 93% du search dans le monde. Le lieu, si on a un lieu physique. Le offline avec communication traditionnelle. Je mets la voiture aussi, parce que selon l'entreprise, si on a une voiture, c'est un bon support de com qui coûte pas cher à décorer et vous pouvez mettre en avant des messages, votre logo, vos URL. Les avis clients, si vous êtes touché par les avis, comment vous répondez aux avis aussi, c'est une façon d'illustrer la personnalité de la marque. Vos événements, vos emails, la distribution si vous utilisez des services tiers, votre site web. Tout ça, c'est crucial de mettre en place un écosystème qui soit cohérent à la marque, qui soit cohérent avec vos ressources. Ça, c'est un point qui est majeur, puisque être actif sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Donc, être actif sur toutes les plateformes qui existent, c'est juste impossible, à part si on s'appelle Red Bull et qu'on a une armée de créateurs de contenu et de community managers. Donc, c'est important de choisir les bonnes plateformes où vous pouvez toucher vos cibles et où vous pouvez être actif de manière qualitative et régulière. Donc, l'écosystème, c'est vraiment le point le plus majeur pour chaque entité. Ensuite, on arrive dans la partie planification. Plan marketing. Donc là, je vais zoomer parce que ça ne doit pas être très lisible sur vos écrans. Donc ici, on retrouve les objectifs qu'on voyait dans la slide dédiée. Donc on voit mon objectif numéro 1, c'était d'augmenter mon taux de conversion de X%. Derrière, comment je vais pouvoir atteindre cet objectif? Donc un exemple, créer des contenus spécifiques pour attirer plus de trafic qualifié en provenance des moteurs de recherche. Le moyen, c'est du SEO. Mes cibles, c'est loisirs B2B. Mon budget est 4 000 € et je vais créer des contenus tous les 2 mois. Donc là, on peut retrouver dans le plan chacune des étapes. Ensuite, je vais pouvoir optimiser mon tunnel de conversion, développer le trafic provenant des médias sociaux. Donc ça aussi, je vais pouvoir tout planifier. Et ainsi de suite. Ce tableau, je pourrais vous l'envoyer par email. Comme ça, vous avez une matrice et ça peut vous aider. Mais vous voyez, l'idée, ce n'est pas de construire 50 actions et d'avoir un plan qui, au final, dans la réalité, on n'arrivera jamais à le mener bien parce qu'il y aura trop d'actions. C'est avoir 3-4 actions par objectif. Comme ça, j'ai une vision claire de mon marketing et surtout du budget
avec lequel je peux opérer. Typiquement pour les startups qui sont présentes dans le webinar, si vous avez un financement d'un partenaire, d'une banque, du crédit agricole pour ceux qui sont accompagnés par les villages by CA, vous avez une enveloppe qui est dédiée à vos actions. Le marketing, en général, ce n'est pas là où on consacre le plus d'argent. Donc, c'est important d'avoir une vision claire des dépenses à venir et surtout ces dépenses, qu'est-ce qu'elles sont censées m'apporter. Donc, pour moi, avoir un plan comme ça, c'est crucial pour pouvoir justement jouer et mettre en place toutes les actions qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Donc, en mot de la fin, les marques fortes surpassent la concurrence. Ça, on le voit tous les jours autour de nous et en cette période de crise particulièrement. Dans ce consommer tous les jours, on a des marques avec lesquelles on a le plus d'affinité. Les marques qui durent depuis de nombreuses années, ce sont les marques qui sont le plus fortes en termes d'identité, en termes de branding, en termes de stratégie. L'utilisateur a vu son pouvoir grandir, donc c'est essentiel de le connaître, de le comprendre et de le mettre au centre de toutes vos actions. La raison d'être de toute entreprise, c'est l'utilisateur. On a une multitude de canaux pour communiquer, donc il est vital d'établir une stratégie digitale pour atteindre et séduire vos cibles. Et vous devez adapter votre message aux spécificités de chacun. Typiquement, on ne va pas parler de la même façon sur Snapchat que sur LinkedIn, sur son site web que dans une newsletter. Donc, il faut vraiment à chaque fois ajuster les messages pour qu'ils soient adaptés à ce que les utilisateurs attendent et ce à quoi ils sont habitués en fonction des plateformes. Et les supports évoluent constamment. On l'a vu avec l'accélération des innovations pour atteindre 50 millions d'utilisateurs. Tout change tout le temps. Ça, je le vois aussi avec les étudiants quand je donne des cours. Les étudiants de master que j'ai eu récemment qui ont une vingtaine d'années, pour eux, Snapchat, c'est déjà une plateforme qui est relativement dépassée. Donc, tout change tout le temps. Il faut faire de la veille et des actions pour suivre, pour survivre. Donc, c'est un sujet qui est très vaste. J'espère que la synthèse vous parle. On pourra approfondir d'autres sujets en fonction de ce que vous voulez voir dans d'autres webinars. Et si vous avez des questions, vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, par mail, par téléphone. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et maintenant, on va pouvoir passer au temps des questions-réponses. Et je vais réactiver la Merci caméra. beaucoup, Patrick. Ce n'est pas évident, effectivement, de résumer une stratégie digitale en 20 minutes. Donc, merci. Il y a quelques questions en ligne qui sont du coup assez pratiques et hands-on. Donc, première question de Christophe. Sur Facebook et Instagram, quelles sont vos préconisations pour performer en matière de stratégie d'acquisition? B2C, évidemment. Alors, Facebook, Instagram, c'est les gros terrains de jeu. Maintenant, il faut se dire que Facebook et Instagram, si on ne met pas un minimum de budget, c'est très compliqué de niquer. C'est important d'avoir une communication régulière. Si on a les moyens humains, financiers, d'être actif tous les jours, mais c'est important vraiment de consacrer un peu de budget pour booster ses posts, faire quelques campagnes, pour aller chercher sur des instants clés, quand on a des messages vraiment prioritaires, de pouvoir les booster pour toucher le plus de monde possible. Utiliser aussi les différents formats, par exemple les stories pour montrer des coulisses, faire des lives, comme là on fait un webinar. Mais si vous avez une histoire à raconter, un tutoriel ou autre, ne pas hésiter à faire des lives pour interagir avec vos communautés. Ok, puisque tu parles de budget, j'ai une question de Laurent. J'ai tendance à me dire qu'en lancement, il faut éviter la stratégie d'acquisition de fans à coût de milliers d'euros et construire d'abord une communauté de vrais fans plus engagés. Complètement d'accord avec ça. ce qui est dit. Aller acheter des fans, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que l'algorithme va faire en sorte que plus on a de fans, moins on va avoir de visibilité. Ça aussi, c'est un sujet qui est vaste. Mais en gros, si on a construit une page avec 100 000 fans qu'on a achetés en Inde ou en Asie ou ailleurs, derrière, arriver à toucher ces vrais fans, ça va être très compliqué. Donc, il vaut mieux une page où il va y avoir 100 personnes intéressées que 10 000 fans qui sont venus parce qu'il y avait un concours ou autre. Ok. Question de Prasad. Par quoi commencer quand on se lance? Que privilégier en priorité numéro 1? Avec peu ou pas de budget? La priorité numéro 1, déjà, c'est d'avoir un service, un produit qui soit au top du top. Ça, je le vois la dernière fois, j'ai une question similaire quand j'ai formé des hôtels.
Et il y en a un qui me disait, j'ai des moyens très limités pour tout ce qui est digital. Et là, j'ai joué le contre-exemple en lui disant, le plus important, c'est à la limite de même pas aller sur le digital. Donc oui, c'est fou dans un webinaire comme ça de dire ça. Mais typiquement, si je prends l'exemple de l'hôtel, si on veut avoir une bonne image sur Internet, c'est d'avoir un service au top du top quand les clients sont chez vous. Et derrière, ça va faire boule de neige avec les avis clients, avec tout le reste. Donc, avant toute chose en termes marketing, il faut vraiment avoir un produit, un service qui soit parfait pour après communiquer dessus et aller chercher une communauté derrière. Mais si on n'est pas au top sur son produit et son service, on risque de décevoir une communauté qu'on va avoir du mal à construire. C'est là où ça risque d'être compliqué par la suite. D'accord, très clair, ok. Effectivement, si on a un service qui n'est pas terrible et qu'on communique dessus, ça va pas aider. Donc vraiment se concentrer sur le service avant tout, la qualité du service, surtout au début. Tout à fait. Peux-tu revenir sur la différence entre public et client concerné? Alors, je vais Est-ce que c'est carrément clair? réouvrir la slide. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Oui, on voit ton écran. Enfin, moi, je le vois. Parfait. J'espère que les autres le voient. Donc, mon public cible, typiquement, si je reprends l'exemple d'un hôtel, l'hôtel, il ne va pas uniquement communiquer avec les gens qui vont dormir dans l'hôtel. Mais ce qui est important pour l'hôtel, c'est de communiquer avec tout son écosystème. Les offices du tourisme vont pouvoir amplifier la communication de l'hôtel. Les influenceurs, maintenant, jouent un rôle très important dans le tourisme. Donc, choisir les bons influenceurs pour communiquer avec eux, les faire venir dans ces événements, les faire venir dormir dans l'hôtel, c'est important aussi parce que derrière, eux, ils vont toucher leur communauté qui vont être des clients potentiels. Les journalistes sont des relais super importants aussi pour chaque entreprise a un secteur bien défini. Il peut y avoir des médias spécialisés, par exemple dans le tourisme, il y a des sites web spécialisés, il y a des newsletters derrière. Dans l'économie digitale, il y a plein de supports aussi. Donc, c'est crucial d'avoir une vision large de son écosystème parce que tous ces gens-là vont vous aider à amplifier votre communication. Les clients, derrière, ils ne vont pas être forcément touchés par votre communication directe, mais ils peuvent vous découvrir via un article de presse, via une pub à la télé ou dans une émission, parce qu'il y a un journaliste qui va essayer votre produit. À l'époque, il y avait Jérôme Bonaldi qui testait des nouveautés qu'il recevait au bureau. Donc, c'est important de ne pas se concentrer que sur les clients en termes de communication. J'espère que la réponse est claire pour la personne qui l'a posée. Si jamais elle ne l'est pas, on pourra approfondir. Mais c'est vraiment toutes les personnes qui peuvent amplifier votre communication. Super, je pense que c'est clair. Petite question de Aliou. Quels réseaux sociaux préconisez-vous pour une startup en B2B? C'est vrai qu'on parle souvent d'Instagram et de Facebook, plutôt pour le B2C. En B2B, LinkedIn, c'est la plateforme vraiment magique pour le B2B. Ok, super. Vaste question de Inès. Comment créer une communauté et comment la faire grossir? Ouais, en quelques mots. Ça peut faire l'objet de plusieurs webinaires. Merci Inès pour la question. Déjà, la première des choses, c'est communiquer avec son entourage proche, ses relations, ses premiers clients, ses partenaires fournisseurs, de les inviter à rejoindre les plateformes sur lesquelles on est actif. Donc, si on est en B2C, Facebook, Instagram et les autres plateformes, LinkedIn, pour vraiment qu'ils soient au courant. Donc, je reviens sur la slide écosystème. Qu'ils soient au courant des différentes présences sur lesquelles on est actif et pourquoi. Comme ça, chacun peut rejoindre la présence qu'il préfère. Pourquoi c'est important de tisser un écosystème? Donc là, je réponds plus que la question posée, mais parce que je l'ai vu passer dans les questions. Il y a des gens qui vont préférer interagir avec une marque via un site web, d'autres qui vont interagir via Facebook, d'autres qui préfèrent Instagram, d'autres Pinterest. Donc c'est là où c'est important d'avoir un écosystème pour toucher le maximum d'utilisateurs et pas uniquement mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, on l'avait vu avec Facebook, notamment, certaines personnes n'avaient pas respecté les règles et communiqué via des profils au lieu d'avoir des pages. Quand Facebook a fermé leur profil, ils n'avaient plus rien pour communiquer avec leur communauté. Donc, la communauté, quand on la construit, il faut vraiment avoir cette vision d'écosystème pour toucher le maximum de personnes en fonction des affinités de chacun. Super, merci. Tu disais tout à l'heure que tes étudiants de Master 2 trouvaient que Snapchat était un peu désuet. Donc, une question de Laurent.
sur Facebook, est-ce toujours intéressant pour toucher des urbains de moins de 45 ans ou est-ce qu'ils ont quitté Facebook? Non, Facebook, c'est toujours un outil magique pour toucher des masses et vraiment arriver à bien cibler ses messages. Les urbains de moins de 45 ans, il n'y a aucun souci pour les toucher avec Facebook. Après, là encore, il faut voir quelle est l'identité de la marque, quel est son cœur d'activité, parce qu'il y a peut-être des outils autres que Facebook pour toucher les gens. Un point très important aussi avec Facebook, on l'a vu avec l'algorithme, c'est très compliqué maintenant de toucher les utilisateurs, mais là où il y a beaucoup d'activités, c'est dans les groupes, des espaces privés. Donc, selon son secteur d'activité, on peut trouver des groupes ultra actifs où on va pouvoir interagir avec les utilisateurs. C'est un autre bon moyen, sans forcément mettre de budget pour sponsoriser et faire des campagnes, pour aller toucher ces cibles. Ok. Une question de Riyad. Pour une marketplace B2B2C, est-il préférable de privilégier l'acquisition en B2B ou le B2C durant cette période? Est-ce que les business sont toujours réactifs ou est-ce qu'il vaut mieux parler aux consumers qui sont peut-être plus en ligne? Là aussi, c'est compliqué d'avoir une réponse précise à cette question parce que ça dépend vraiment du secteur d'activité des entreprises qu'on touche. Typiquement, si je fais du B2B dans le milieu hospitalier, je vais éviter d'aller communiquer avec mes clients hôpitaux pour leur vendre quelque chose. À part si je peux leur apporter vraiment une valeur ajoutée, des bénévoles, des masques gratuits, du matériel. Il faut vraiment voir en fonction du secteur d'activité parce que clairement, l'économie est ralentie. Chaque entreprise en ce moment se concentre sur l'essentiel. Donc, il faut faire très attention en ce moment à sa communication, mais même en B2C. Ok. Une question de Tarek, enfin deux. Faut-il budgétiser le digital ou l'offline? Je pense que ça va vraiment dépendre de la startup. En quoi faut-il s'investir plus? Question 2. Comment arriver à assurer une base d'audience assez pertinente et engagée? Donc, budgétiser, la première réponse, elle est complètement oui. Donc là, si je retourne dans le plan marketing, le but du jeu, c'est justement, surtout quand je suis une startup au début, j'ai des moyens qui sont limités, donc il faut que je sois très agile et bien concentré sur tout ce que je fais. Donc, avoir ce plan marketing, ça permet vraiment d'allouer son budget et en fonction des différentes actions digitales. Donc, pour répondre à la première question, pour moi, il est essentiel de budgétiser le digital, mais pas que. Toutes les actions doivent être budgétisées. La deuxième question, comment avoir une base et que ce soit actif et que ce soit pertinent, c'est justement de construire un plan de com. Donc là, je ne l'ai pas inclus parce que le temps de parole étant limité, on ne peut pas parler de tout, mais on pourra en reparler dans un autre webinaire sur le contenu. C'est d'avoir un contenu qui soit pertinent, qui réponde aux objectifs des utilisateurs. Typiquement, en ce moment, on le voit, tout le monde est devenu top chef et tout le monde fait du sport chez soi. Donc, tous les chefs font des tutoriaux, des cuisines en ligne, des coachs sportifs font des cours en ligne et ça cartonne parce que ça répond à la demande. Donc, il faut arriver à trouver quel contenu veulent consommer vos communautés et derrière leur donner les bonnes infos, ce qui va vraiment répondre à leurs objectifs. Et c'est là où, juste pour finir sur cette réponse, derrière votre communication, vous pouvez l'orchestrer sur tout votre écosystème. Si je suis un chef qui fait des recettes de cuisine en ce moment, je peux faire mon live sur Instagram et aussi sur YouTube. Derrière ma recette, je peux la mettre sur mon site web. Si j'utilise bien le code HTML, ça va remonter comme il faut dans le moteur de recherche. Je peux faire une newsletter avec la recette et annoncer les prochains lives et les prochaines recettes que je vais faire, et ainsi de suite. Une idée, la décortiquer au maximum dans l'écosystème. Ok, tu parlais des différentes plateformes. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'un site web? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que derrière, c'est le seul endroit qu'on contrôle, dans lequel on parlait de se connecter émotionnellement avec ses utilisateurs. C'est le seul endroit où on a une certaine maîtrise sur ce qu'on va faire vivre à l'utilisateur. En termes de couleur, de graphisme, d'identité, c'est là où tout se passe. Demain, si Facebook décide de fermer votre page, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer et beaucoup de processus à faire pour récupérer les présences. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont interagir principalement avec les marques sur les réseaux sociaux, mais derrière, on le voit dans le webinar, je suis sûr que dans tous les participants, on retrouve ceux qui préfèrent Facebook ou Instagram ou aller sur un site web. Il y en a qui préfèrent acheter sur Amazon, d'autres qui vont aller directement sur le site du producteur.
Donc, il faut pouvoir répondre à tous les utilisateurs et le site web, ça reste le siège social, entre guillemets, du digital. Ok. Inévitable vu le contexte, donc Covid-19, comment est-ce qu'on... Quelle attitude adopter en ce moment sur Insta et sur les autres réseaux d'ailleurs? Est-ce OK de communiquer? Est-ce qu'il faut s'arrêter de communiquer ou est-ce qu'il faut continuer? Et faut-il forcément parler de Covid? Alors Ou là, est-ce qu'on peut c'est l'éviter? un sujet qui est très touchy et je vais y répondre en prenant l'exemple concret d'un client avec qui j'ai une réunion juste après le webinar. On est en train de peaufiner tout son plan de communication parce qu'il veut rester actif auprès de ses communautés. Le parti qui a été pris, c'est justement de ne pas parler du Covid parce qu'on nous en parle énormément. Puis il n'y a pas tout le monde qui est qualifié pour primer sur le sujet. Donc si on n'est pas dans le médical et qu'on n'a pas un lien, pour moi, il vaut mieux éviter d'en parler parce que derrière, ça va générer des débats inutiles. Et sur Internet et les réseaux sociaux, on a des discussions de comptoir qu'on peut éviter en tant qu'entreprise. Donc là, le camping, ce qu'il met en place, c'est de faire vivre l'expérience du camping aux gens qui sont confinés parce que le camping était censé ouvrir. Donc, il va y avoir un programme d'animation qui va être fait avec les animations qu'on peut retrouver dans un gros camping pour les adolescents, pour les parents, avec du sport, des activités plus ludiques. Donc là, moi, je trouve ça complètement pertinent parce que c'est en lien avec son identité de marque et ça va répondre aux objectifs des utilisateurs et on va les faire participer. Donc, on peut continuer à communiquer, mais il ne faut pas en faire trop sur le côté coronavirus parce que tout le monde est confiné, on y est tous. Et ça, c'est la chose qui nous rapproche tous. Mais aller s'exprimer sur le coronavirus, si on n'a pas une légitimité pour le faire, vaut mieux éviter. Ok. Donc, contextualiser un peu l'offre, comme tu disais, avec le camping qui va offrir des animations en ligne, etc. Ou comme nous, on le fait d'ailleurs avec les webinars. Exactement. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est en lien avec la marque Village by Ouais. CA. Ça répond, j'espère, aux utilisateurs. Et il faut que ça reste cohérent avec la marque. Et justement, le confinement peut vous aider à être créatif et à trouver des nouveaux débouchés qui vont perdurer après le confinement. Tout à fait. On va revenir, on passe un peu d'un sujet à un autre, on va revenir sur des questions un peu plus pratiques concernant les emails, newsletters, clients. Quelle fréquence d'envoi préconisez-vous? Là encore, ça dépend pleinement du secteur d'activité et de qu'est-ce qu'on a à vendre. Typiquement, si je prends l'exemple d'un hôtel, l'hôtel, si vous envoie un email toutes les semaines, au bout de 3 semaines, vous allez vous désabonner. Alors que si vous envoyez un email tous les trimestres, tous les 6 mois, là, c'est plus pertinent. Amazon, si vous envoie un mail tous les jours parce qu'il a vu via vos cookies que vous avez cliqué sur un produit et veut à tout prix que vous l'achetiez, là aussi, vous allez vous désabonner parce que c'est trop de matraquage. Donc là encore, il faut construire son histoire. Pourquoi j'envoie un mail à la personne? Quelle histoire je lui raconte? Et après, la fréquence, vraiment, elle va varier en fonction de ce qu'on a à vendre. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres. Et après, là encore, il faut demander aux gens quelle est la fréquence à laquelle ils veulent recevoir des news de l'entreprise. Maintenant, la magie du digital, c'est qu'on peut agir avec ces communautés. Donc, il faut leur demander qu'est-ce que vous voulez quand vous le voulez. Et les gens sont contents de répondre et ça va vous donner des tuyaux. D'accord, super. Ok. Alors, il y a encore pas mal de questions. Je pense qu'il nous reste 10-15 minutes. Est-ce que tu pourrais revenir sur la slide 22 et on a une question de Vincent. As-tu une méthode de prédilection pour définir et réviser la question de la core identity? La méthode, il y a des exercices, on peut trouver des exercices. Je pourrais essayer de retrouver un lien qu'il y avait sur Medium pour aider les startups à travailler là-dessus, où justement, il y a un exercice avec des post-it qui est très bien fait, où on va aller définir des attributs sur son entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est si on a monté son projet à plusieurs, c'est de le faire aussi chacun de son côté, puisqu'on n'a pas forcément la même vision. Et après, on va assembler pour voir qu'est-ce qui appartient à l'entreprise, qu'est-ce qui appartient pas, pour vraiment faire un premier tri et voir derrière quels sont vraiment les mots-clés qui ressortent pour l'entreprise. Et après, on va arriver à construire sa mission. La mission, c'est vraiment quand on lit la phrase, on doit comprendre qu'est-ce que fait l'entreprise, pour qui elle le fait, comment elle le fait. Donc ça aussi, je vais essayer de retrouver le lien pour pouvoir l'envoyer aux participants. Et il faut arriver à se casser un peu la tête,
prendre une journée au moins, mais pour toutes les startups qui sont affiliés au Village Baïséa, vous êtes super bien accompagnés sur tous ces sujets pour vous aider à construire votre mission, vision, valeur. Après, il ne faut pas se dire, je vais passer 6 mois à construire ma mission, vision, valeur. C'est quelque chose, on peut se dire, OK, à la fin de la semaine, il faut que j'ai une première version et ça va évoluer avec le temps. Mais au moins, ça va vous aider à cadrer les choses et à vraiment définir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, pour qui, vers où vous voulez aller. Et ça, derrière, c'est ça qui va vous permettre de définir aussi toute votre identité visuelle et que ce soit cohérent. Donc ça, si on a 2 minutes, je peux à la limite vite montrer une slide sur À 2 ça. minutes. Ben, tiens, je vais prendre Climb. Là, on voit tout mon écran. Oui, toujours. Parfait. Donc, je vais Amazon, il est là. Donc, vous voyez bien la slide sur Amazon? Oui, enfin, je la vois. J'espère que les autres le voient. Donc, j'espère que tout le monde le voit. Donc, on peut voir qu'Amazon, leur mission, c'est d'offrir à leurs clients, au prix le plus bas possible, la sélection la plus large avec la plus grande facilité. Quand on regarde le logo d'Amazon, on peut voir que ça a un joli sourire, que ce sourire, il va de A à Z. Donc, c'est la profondeur du catalogue. On peut tout trouver sur Amazon et facilement. Donc, on est content, c'est un joli sourire. Leur vision, c'est de devenir l'entreprise la plus centrée sur leurs clients, où les clients peuvent tout trouver et découvrir pour acheter en ligne. Et on peut voir que tout ce que fait Amazon, ça répond entièrement à leur mission, vision, valeur. Super, c'est clair. Une question de Nada. Tu disais tout à l'heure qu'avant de communiquer sur les services et les produits qu'on proposait, il fallait avant tout avoir un service et des produits de bonne qualité. Et Nada demande comment s'assurer qu'on livre un service de bonne qualité. Comment s'assurer qu'on livre un service de bonne qualité? C'est de faire participer sa communauté. Donc, au début, la communauté est faible. Donc, c'est réunir un petit groupe de passionnés et les faire participer au test. Et à chaque fois, c'est du test and learn. Les gens, on le voit dans le tourisme, quand on ne leur demande pas leur avis, ils sont très contents de le donner avec les avis clients. Donc, quand on leur demande leur avis, ils sont encore plus contents. Donc, construire un produit fait pour les utilisateurs, par les utilisateurs, c'est le top du top. Super, ok. On parlait justement de la construction de cette communauté au départ et très important. Alors, je regarde un petit peu les questions. Qu'est-ce qu'on a Ah oui, alors on parlait un peu de site internet versus réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc une question de Tarek, en termes de digital, les outils de communication interactive sont-ils à considérer? Le passif reste-t-il viable en ces jours? J'imagine que quand tu parles de passif, c'est le site internet. Est-ce que c'est clair pour toi, la question? Non, je veux bien que Tarek, tu me la reposes. Alors, en termes de digital, les outils de communication interactifs sont-ils à considérer? Je pense que, Tarek, si tu veux préciser la question, est-ce que tu parles d'outils de communication type chat, etc. On va passer à une autre question en attendant de Gisela. Des conseils pour construire son parcours client, notamment mode. Comment débuter l'analyse et mieux connaître ses clients? Là, on parle du design utilisateur un peu. Hein. C'est encore un autre sujet. Alors, attends, tu peux juste me répéter la question, pardon, parce que je Ouais, lisais les questions en même temps. des conseils pour construire son parcours client, notamment dans la mode. Comment débuter l'analyse et mieux connaître ses clients? Là aussi, dans la mode, j'imagine que la personne qui a posé la question, elle est consommatrice de mode. Elle a autour d'elle des gens qui consomment de la mode. Donc, il ne faut pas chercher à faire compliqué au début. Travailler même avec ses amis, son cercle proche. Et après, étendre aussi l'étude avec d'autres personnes, parce qu'en général, son cercle proche est assez similaire à soi et ça peut biaiser les hypothèses. Mais de demander aux gens quelles sont les plateformes qu'ils utilisent pour chercher l'inspiration,
quelles sont les plateformes qui peuvent les aider à prendre la décision, quelles sont les fonctionnalités, par exemple, sur un site web qui vont les inciter à la transaction, qui vont faciliter leur vie. Vraiment découper chacune des étapes et voir quels sont les objectifs et attentes de l'utilisateur, utilisatrice pour cette étape et derrière découper au maximum pour arriver à être le plus efficace à chacune des étapes. Je ne sais pas si c'était clair. Très clair, merci. Une question de Jean-Charles. Aujourd'hui, dans le cadre d'une stratégie marketing avant la création d'une startup, est-il préférable de partir d'une application mobile pour ensuite migrer vers le site internet en utilisant le responsive design? Donc, est-ce qu'on démarre sur mobile ou est-ce qu'on démarre sur desktop? Déjà, le point important, c'est l'application. Aujourd'hui, on voit que les GAFA, ils reviennent. Les applications, c'est simple. Est-ce que je te pose la question à toi parce qu'on ne peut pas entendre les autres. Est-ce que tu sais combien tu as d'applications dans ton téléphone? Je dois en avoir entre 5 et 10. Je pense que je suis plutôt sur le low end, pas beaucoup, non? Oui, complètement. Parce qu'en général, ça n'a pas bien marché pour mon utilisateur mystère. Les gens répondent non, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas combien on a d'applis dans le téléphone. Et après, combien on en utilise tous les jours. Okay. La réponse, en général, elle est de 2-3 max. Les applis, on en revient parce qu'à un moment, tout le monde voulait faire des applications, mais au final, ça ne marche pas, à part si on s'appelle Air France ou Le Monde, qu'on a vraiment une légitimité à avoir une application. Sinon, le site web, ça reste le plus efficace puisque les gens n'ont rien à installer et derrière, on n'a pas à faire de la maintenance pour iOS, des évolutions pour Android aussi. C'est beaucoup plus simple à gérer, à maintenir. Derrière, sur la partie mobile et desktop pour un site web, quand on revoit la slide des utilisateurs mobiles sur un site, c'est plus de 53% des utilisateurs qui sont sur mobile. Donc, le site web, c'est crucial qu'il soit complètement optimisé. Et quand je dis optimisé, ce n'est pas uniquement que le contenu s'adapte à l'écran du mobile. Mais c'est par exemple les utilisateurs sur mobile pour un hôtel, ils veulent avoir accès à la réservation rapidement. Donc, la réservation, je ne vais pas la cacher dans un burger menu tout en haut de l'écran. Je vais la mettre à côté du pouce de l'utilisateur. Donc, là encore, c'est en lien avec les objectifs de l'utilisateur, lui faire une interface qui réponde pleinement à ses objectifs. Mais le mobile est crucial pour toute entreprise au niveau de son site web. Il nous reste le temps pour une dernière question peut-être. Super. Et by the way, Jean-Charles répond qu'il a environ 150 applications sur son téléphone. Voilà, donc un petit peu plus que moi en tout cas. Ok, une dernière question. Alors, tac. Amir, vous avez parlé de l'adaptation du contenu selon le réseau social ou la plateforme. Comment je peux l'adapter? Tout à fait. Ouais, par exemple, si je prends une idée sur, je ne sais pas, quand on prenait l'idée des recettes de cuisine, donc l'idée des recettes de cuisine sur comment adapter le message. Par exemple, sur Snapchat, je vais pouvoir faire un petit truc rigolo pour dire aux gens d'aller voir sur mon site la recette, ou je peux carrément faire des petites vidéos pour montrer des compositions de la recette. Derrière, sur Facebook, je vais mettre une photo avec un message et le lien direct sur ma recette. Sur Instagram, je vais pouvoir mettre une autre photo avec le lien dans ma bio, parce que je ne peux pas mettre de lien sous la photo. Et je vais pouvoir faire une story en plusieurs étapes avec les étapes clés de ma recette. En gros, l'idée, c'est de ne pas faire un copier-coller d'un post et le mettre partout. Parce que s'il y a des gens qui vous suivent à différents endroits, derrière, c'est bien qu'ils aient une valeur ajoutée en fonction de la plateforme. Et quand je dis adapter, c'est qu'il y a des outils qui permettent de faire un post et de le diffuser sur toutes les plateformes. Mais typiquement, sur Instagram, je vais pouvoir mettre une dizaine de hashtags. Sur Facebook, les hashtags, ça ne sert à rien. Je vais en mettre un à la limite si j'en ai un pour ma marque, pour la mettre en avant, mais pas plus. Donc, c'est là où c'est important de bien jouer avec les codes de chaque outil pour derrière vraiment adapter son message. Super. Écoute, je pense que c'était la dernière question. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup à vous. Merci aux participants. J'espère que ça va vous aider. Pour information, du coup, on enverra ton support de présentation et la vidéo du replay par mail à tous les participants. Et je vais t'envoyer alors le tableau Excel pour le plan marketing. Comme ça, si ça peut servir à certains participants. On vous envoie tout ça.
Et pour information, on se retrouve tous lundi à 14 heures pour le prochain webinaire organisé par le réseau. On a vu que vous étiez nombreux à vous poser des questions sur vos stratégies de communication en temps de crise et ce sera de nouveau un sujet de lundi, notamment sur comment attirer l'attention des journalistes et comment s'adresser aux médias en cette période compliquée, avec Laure Closier qui est chroniqueuse chez BFM Academy et qui du coup vous donnera tous ses conseils pour être le plus percutant possible avec les journalistes. Merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et courage. Merci à tous. Au revoir. Bon week-end. Pour les personnes intéressées, je viens de mettre le lien de lundi pour vous inscrire dans l'onglet Converser.